Je suis Jean-Daniel Causse, je suis professeur au département de psychanalyse de l'université de Montpellier 3, Université Paul Valéry, et il me revient l'honneur de présenter et d'accueillir François Sauvagnat pour cette conférence dans le cadre de cette saison qui porte, comme vous le savez tous, parce que j'imagine que vous êtes des fidèles, des mercredis de l'Agora des Savoirs sur le thème par-delà les frontières, et il allait de soi que sur un thème comme celui-ci, la question de la folie puisse être abordée, puisque c'est de cette manière qu'on se la représente, avec raison, mais peut-être aussi à tort, on le verra, c'est-à-dire comme étant ce qui se passe au-delà, par-delà une certaine frontière, par-delà une certaine limite, dans un espace particulier, un monde particulier, un monde qui nous apparaît toujours comme un peu énigmatique, un peu mystérieux, étranger à ce que nous sommes en tant que tels, avec raison et sans doute aussi à tort, mais on verra ce que nous dira François Sauvagnat tout à l'heure, parce que c'est aussi sans doute une manière d'ignorer, de vouloir ignorer, de feindre d'ignorer qu'il y a quelque chose qui nous concerne chacun, c'est-à-dire que ce que nous appelons folie par-delà la frontière, par-delà une certaine frontière, au-delà d'une certaine frontière, c'est aussi sans doute une dimension que nous rencontrons en nous-mêmes, mais que nous avons bordé de tas de manières, que nous avons circonscrit pour pouvoir la contenir, mais nous avons sans doute aussi affaire à cette dimension de la folie. Voilà, et donc je suis particulièrement heureux que ce soit François Sauvagnat qui ce soir aborde ce thème pour toute une série de raisons que je ne vais pas maintenant énumérer, mais en raison évidemment de ses compétences, de ses travaux qui portent sur toute une série de questions qui seront traitées ce soir, mais aussi pour cette raison que François Sauvagnat fait partie de ceux, trop rares à mon avis, qui organisent la discussion, le dialogue finalement entre la psychanalyse, la psychopathologie et puis d'autres disciplines, qui est attentif finalement à d'autres champs de pensée et qui est toujours bienveillant dans la façon dont il essaye de construire des ponts, des passerelles et d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe finalement dans d'autres champs en tant que tel. François Sauvagnat a été longtemps psychologue, enfin il est toujours psychologue clinicien, mais il a été longtemps psychologue clinicien d'exercice dans diverses institutions, psychiatriques notamment, donc c'est vrai que c'est dire aussi l'expérience qu'il a sienne sur le terrain de ce qui nous occupe maintenant. Il est psychanalyste depuis de très nombreuses années, il est professeur en psychopathologie à l'université de Rennes, et François Sauvagnat a donc publié de nombreux ouvrages, une douzaine d'ouvrages. Je voudrais simplement citer ici un ouvrage, deux livres qui touchent notre sujet, un livre qui s'appelle Division subjective et personnalité multiple, qui d'une manière ou d'une autre touche à notre thème, et puis la question du souci de l'être, le soin en psychiatrie, qui est aussi un très beau ouvrage publié par François, et puis un nombre innombrable d'articles, plus de 300, enfin, je peux faire la liste, non, ce sera la fin de la soirée, évidemment déjà, donc ce serait un peu dommage et regrettable. Voilà, donc une grande part des travaux de François Sauvagnat portent sur les recherches menées actuellement sur la folie et les différents types de traitements. C'est une question que tu as travaillé et que tu travailles encore largement. Et donc, avec toute une série d'aspects, notamment, je voudrais seulement noter cet aspect, mais il y en a bien d'autres, qui est au croisement de l'aspect juridique et de l'aspect psychanalytique, c'est-à-dire la façon dont le monde judiciaire considère la folie, la responsabilité de celui qui est déclaré fou, et la façon dont, dans le champ analytique, dans le champ psychanalytique ou psychopathologique, on considère cette responsabilité. On voit qu'on a affaire à des réalités qui sont traitées de manière différente, qui ne sont pas du même ordre, mais qui touchent à la question de savoir comment on tient encore que quelqu'un qui est considéré, tenu pour fou, est encore un sujet, tenu pour sujet de ses actes, etc. Voilà, et puis je terminerai simplement, je ne vais pas être plus long que ça, parce que le président me somme d'être bref, donc en disant que, à mon sens, la façon dont François Sauvagnat travaille toutes ces questions touche à des questions éthiques de manière centrale, c'est-à-dire à la façon dont une société considère
ce qui est nommé folie et la traite, hein, la respecte ou pas, de quelle façon, et ce champ-là me semble tout à fait fondamental. Voilà, la conférence de François Sauvagnat porte donc, le titre je crois est déjà affiché, sans doute oui, et donc sur les questions des limites de la folie aujourd'hui, et je te donne tout de suite la parole François, on te remercie encore vivement de t'être déplacé de Rennes et de Paris pour venir nous rejoindre ce soir. Voilà, alors je vais peut-être d'emblée faire une sorte de petite présentation des thématiques que je vais essayer d'aborder. Alors, d'abord, la question de la folie, je crois qu'il ne faut pas se dissimuler que ça ne peut pas être une question de spécialiste. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu cette époque, certainement, dans les années 70, où certains psychiatres, psychologues et autres psys voulaient défaire les chaînes, n'est-ce pas, libérer les fous de leurs chaînes et défaire les services de psychiatrie. Eh bien, il y avait, enfin, assez rapidement, il y a eu un certain nombre de conséquences qui ont fait que ça paraissait, enfin, très très rapidement, les conséquences sociales sont apparues. Et parmi les conséquences sociales, enfin parmi les aspects sociaux, il y a évidemment les aspects juridiques, et c'est pour ça que d'emblée, il me semblait important de les signaler. Alors, donc voilà, j'arrive tout de suite à cette comparaison. Dans le fond, qu'est-ce qui intéresse le juriste dans la folie? En quoi le juriste est-il intéressé par la folie? Eh bien, c'est essentiellement la question de la responsabilité, et ceci depuis fort longtemps, c'est-à-dire que les religions, déjà, le judaïsme par exemple, l'islam, etc., considèrent que si quelqu'un commet un crime, eh bien, s'il est fou, enfin, s'il présente un délire, il ne doit pas être tenu pour responsable. Et comme vous savez, les religions au départ et le droit, c'était la même chose, d'une certaine façon. Bon. Et donc, il y a une sorte de désaccord traditionnel ou de débat que je ne vais pas retracer entièrement là parce que ça serait trop long, mais entre donc, le juriste qui veut savoir si le fou est entièrement fou, hein, c'est-à-dire s'il est dépourvu de raison, s'il est dépourvu de jugement, et le psychiatre qui est un petit peu embêté puisque on s'est aperçu très rapidement que la folie était une activité, si je puis dire, à temps partiel, ce qui est très à la mode actuellement. La grande majorité des sujets psychotiques le sont à ce temps partiel. Alors, ce qui a évidemment des avantages et des désavantages, c'est que, alors évidemment, la plupart d'entre eux se rendent compte, évidemment, de leur folie, contrairement à ce qu'on imagine. La folie n'est pas une aliénation totale, n'est-ce pas? La plupart du temps, il y a une part de raison qui reste. Le premier qui a évidemment développé ça à l'époque moderne, c'est Hegel, n'est-ce pas, qui insiste sur le fait que voilà, c'est quelquefois là où on s'imagine être le plus raisonnable qu'on peut être fou, hein, ce qu'il appelle la belle âme. Die schöne Seele dans sa phénoménologie de l'esprit. Et assez rapidement, donc, il y a eu une sorte de conflit
au début 19e siècle entre le juriste qui voulait qui voulait avoir devant lui des fous qui, dans le fond, ne raisonnent pas, ne soient pas capables de mentir, etc. Et le psychiatre disait, mais écoutez, malheureusement, ça n'existe pas, ça. Hein. La plupart, effectivement, sont des sujets avec une certaine division, n'est-ce pas, et selon les moments. Alors, il y a quand même un avantage qui est que sur le long terme, quelque chose qu'on ne sait pas toujours, la folie s'améliore sur le très long terme. C'est une découverte Bleuler, n'est-ce pas, le psychiatre suisse, et de son fils, hein, qui donc ont découvert cet aspect. Alors, donc, finalement, les psychiatres ont dit, mais voilà, il y a un malentendu sur la folie, eh bien, on va séparer les cas où il y a une abolition totale de la raison, et ça, on va l'appeler la démence, et ça correspond à ce qu'on appelle actuellement les Alzheimer, puisqu'on ne dit plus dément, on dit Alzheimer. Ça fait plus joli, ça fait scientifique. Bon. Et au contraire, la psychose qui, elle, sera partielle. Alors ça n'a pas été annoncé comme ça, mais ça revenait en réalité à ça. Et donc, le droit a évolué donc graduellement. On avait au début XXe siècle la majorité des magistrats qui s'indignaient, qui pensaient que les psychiatres se moquaient d'eux, n'est-ce pas, que les aliénistes, enfin, n'étaient pas des gens sérieux. Et finalement, on a une admission qui est actuellement relativement bien actée, à condition que les politiques ne s'en mêlent pas trop. Bon. Donc, cette responsabilité, le juriste va considérer que dans certains cas, il peut y avoir une irresponsabilité, mais à condition qu'un acte dommageable ait été commis au moment même où le sujet avait un épisode psychotique. Et puis par ailleurs, il y a des mesures de protection civile, donc le droit civil, le droit pénal, enfin, sont évidemment là concernés. Alors, je fais juste un petit rappel. Donc, il y a cet article 122.1 actuellement après, qui succède à l'article de la loi de 1838, qui dit « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes ». Donc, c'est ces deux aspects, n'est-ce pas, le discernement, le jugement et le contrôle des actes. Par ailleurs, est reconnue une responsabilité atténuée dans toute une série de cas. Et on a donc un certain nombre de procédures qui tiennent compte des cas où le sujet ne peut pas être totalement responsable, c'est-à-dire l'hospitalisation d'office par décision du préfet. Là, vraiment, il faut que personne dans l'entourage se sente capable d'intervenir. Donc, il faut qu'il y ait tout de même une dangerosité évidente. L'hospitalisation à la demande d'un tiers, donc là, c'est la famille qui demande l'hospitalisation, le sujet lui-même, dans le fond, n'étant pas accessible, n'arrivant pas à saisir l'urgence de la situation. Et naturellement, ceci va être par la suite à confirmer, c'est-à-dire qu'il peut y avoir hospitalisation avec un certificat médical, mais la chose doit être absolument validée par la suite. Et puis, on a la fameuse loi de 2008 sur la rétention de sûreté qui va faire qu'un sujet ayant effectué sa peine
eh bien, peut, dans les cas où il apparaît toujours dangereux au moment où on doit le libérer, eh bien, on a là une espèce de cliquet de sécurité, et ceci relève non pas du code pénal, mais du code de procédure pénale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bien. Alors, donc, ces différentes procédures, historiquement, dans le fond, comment sont-elles apparues? Eh bien, avec quel type de limite, où se situait la limite à ce moment-là? Je crois qu'il est clair qu'elles sont pensées dans un esprit, bon, actuellement de protection, on appelle protection des sociétés, mais la protection risque toujours d'aller avec de la ségrégation. Et c'est un. Alors, et la question, c'est est-ce qu'on est toujours dans la protection? Est-ce qu'on ne commence pas? Où est la protection? Où commence la ségrégation? Et où mettre le curseur, n'est-ce pas là? Alors, historiquement, les travaux de Michel Foucault ont montré qu'il y a eu 2 temps dans la création de la psychiatrie moderne. Elle a été précédée à l'époque de Louis XIV par, dans le fond, une sorte de mutation du pouvoir royal. C'est à ce moment-là, n'est-ce pas, que alors, le roi était essentiellement quelqu'un qui passait son temps à faire la guerre et qui se demandait si il allait vous laisser en vie, n'est-ce pas? Le roi n'avait pas particulièrement de préoccupation concernant la façon dont son peuple devrait vivre, au contraire des souverains modernes ou des élus modernes qui se préoccupent avant tout de comment la logistique, n'est-ce pas, va suivre. Et avec ce changement, dans le fond, dans le type de souveraineté, donc, apparaît ce qu'on appelait le grand renfermement, c'est-à-dire que à l'époque de Louis XIV, on s'est dit, bien tous ces pauvres, tous ces mendiants, toutes ces personnes un peu les pickpockets, ces gueux, n'est-ce pas? Eh bien, si on les enfermait, dans le fond, voilà, pourquoi reste-t-il comme ça dans la rue? Et il y a eu donc tout un mouvement de renfermement, avec évidemment une assez forte stigmatisation. Tout ça, la force publique, n'est-ce pas, s'en est occupée, et on a une ségrégation à l'hôpital général des pauvres et des petits délinquants. C'est seulement dans un deuxième temps, au début du XIXe siècle, que la folie va être... Alors, il va y avoir, dans le fond, une législation qui va passer, qui sera complémentaire, ou si on veut la conséquence de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire à partir du moment où les hommes naissent libres et égaux, ils sont égaux, mais certains sont moins égaux que d'autres, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, enfin, c'est l'époque aussi où on a des formes d'esclavage aussi qui vont... enfin, le XIXe siècle est un siècle de débat sur l'esclavage. C'est aussi l'époque où ça disparaît, mais enfin, il y a, dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'être libre entièrement? Et là, on a, dans le fond, un versant dans lequel on a toute une série de mesures tendant à mettre en sécurité, mais surtout éloigner, et tous les départements français donc, vont avoir, à ce moment-là, des hôpitaux psychiatriques. Donc là, on est vraiment du côté, je dirais, d'un écartement, et avec enfin, différentes procédures, mais dont, enfin, moi, j'ai connu encore, en tout cas, des personnes qui avaient travaillé dans cette ambiance avant la Deuxième Guerre mondiale, où là, il y a eu vraiment une modification des mentalités. Alors,
on a donc une transformation. Alors la transformation véritable de la psychiatrie remonte en fait à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on va... Enfin, c'est une de mes étudiantes américaine qui a travaillé là-dessus, sur l'origine du secteur psychiatrique, le lien entre psychanalyse et secteur psychiatrique. Eh bien, on s'est aperçu que, en réalité, l'introduction de la psychanalyse en France a été pour faire du secteur psychiatrique. C'est-à-dire que ça n'est pas, comme certains le pensaient, n'est-ce pas, une sorte de mode intellectuel, le surréalisme, etc. Non, il y a eu une demande de la psychiatrie de l'époque, bouleversée par la Première Guerre mondiale, cherchant à s'occuper des militaires en permission plus ou moins éclopés, etc., mais sur pied des secteurs, et élargit ça aux troubles psychiatriques. Et dans le fond, le secteur psychiatrique tel que nous l'avons connu, enfin tel qu'il existe encore, avec une certaine proximité des populations, donc des pratiques aussi gratuites, etc., eh bien, remontent à 1915, mais ne seront véritablement appliquées de façon généralisée qu'à partir des années 50, et c'est dans les années 70 qu'il y en a vraiment partout. Disons, voilà, il y a une sorte de temporalité qui a fait d'ailleurs la qualité, enfin, de ce secteur psychiatrique. J'ai été un peu surpris en voyageant un petit peu à l'extérieur, enfin, de France, de voir à quel point des patients étrangers hospitalisés en France disaient, mais dans le fond, c'est pas mal fichu chez vous par rapport à d'autres, n'est-ce pas? Quand on sort, on n'est pas largué, etc. Il y a, voilà. Mais évidemment, il fallait y mettre le prix. Ça, il fallait, c'est quelque chose qui était assez généreusement financé, qu'il a été beaucoup moins par la suite. Alors, est apparu après ça le modèle de la désaliénation, alors anti-psychiatrie, etc., disant, mais dans le fond, le fou est un aliéné social. On va dire, dans le fond, voilà, dans le fond, l'ouvrage de Foucault a été pris, a été interprété selon un modèle plutôt sociologique, en disant, mais après tout, le fou, c'est avant tout quelqu'un qui est stigmatisé socialement. Est-ce qu'il est vraiment fou? Et il y a ce doute, n'est-ce pas? Le fou est-il vraiment fou? Qui, chez certains sociologues, enfin, c'est ce qu'on appelle le réductionnisme sociologique. On pourrait le stigmatiser comme ça, si vous voulez. Voilà. Bon. Alors, avec l'idée qu'on va pouvoir défaire la psychiatrie, n'est-ce pas, enfin, sur le modèle, plus ou moins, de l'idée de dégraisser le mammouth, n'est-ce pas? On dit, voilà, là, il y a beaucoup d'investissements. Il y en a peut-être trop, après tout. Il faudrait des files actives, n'est-ce pas? C'est le terme de file active qui est... Alors, le résultat, eh bien, dans certains cas, dans les cas où les services publics ou les États ont été particulièrement réactifs à cette idée, ça s'est plutôt mal passé. C'est-à-dire, aux États-Unis, on a vu effectivement se vider les établissements psychiatriques, et ils se sont vidés dans la rue. C'est-à-dire que vous aviez les services psychiatriques dans la rue, en réalité. Hein. Et j'ai des souvenirs comme ça de voyages dans lesquels, enfin, sortant de mon service psychiatrique, je me retrouvais comme ça à San Francisco, par exemple, et les trottoirs entièrement absorbés. Et donc là, on a voilà, quelque chose, un petit peu l'inverse du grand renfermement, n'est-ce pas, mais avec quelque chose qui était quand même assez embarrassant. Alors, d'autre part, on a eu aussi le fait que des personnes avec des troubles psychiatriques importants, dans le fond, ne pouvaient plus être suivies dans les établissements, et donc étaient renvoyés dans leur famille. Et là, on voyait décompenser. Alors, j'ai eu une étude très intéressante sur ce qui se passait en Espagne. Donc, la désaliénation en Espagne, eh bien, ça provoquait des décompensations des sœurs aînées.
Hein, c'est dans les familles, n'est-ce pas, la sœur aînée, celle qui n'est pas encore mariée, eh bien, devait se taper tout ça, et on avait des effets un tout petit peu délétères dans certaines familles. Bon. Voilà, donc on a voilà, cette discussion, et cette discussion a lieu un peu partout, c'est-à-dire que vous avez l'équivalent de ça concernant ce qu'on appelle l'autisme, une catégorie extrêmement disputée actuellement, c'est-à-dire dans le fond l'enfant avec des troubles relativement importants, pouvant s'apparenter à des troubles psychotiques, eh bien, certains exigent de les mettre dans des classes normales, disant « mais vous voulez les ségréguer, n'est-ce pas ?» Bon, or, si on se déplace un peu en Europe, on s'aperçoit que la plupart des écoles, en fait, ont des systèmes extrêmement spécialisés, c'est-à-dire qu'il n'existe en réalité pas de classe normale. Par exemple, vous allez en Belgique, il y a une classe avec une spécialité musique, etc. Et puis, vous avez des classes où on va recevoir des enfants avec tel type de problème. Voilà. Donc, on a... voilà, ça se présente différemment, et on a, en tout cas, cette revendication sur la ségrégation ne se présente pas de la même façon. Alors, maintenant... dans le fond, qu'est-ce que la folie? Comment la définit-on? Avant de parler de ses limites, eh bien, enfin, qu'est-ce qui va faire il y a folie, il n'y a pas folie? Bon. Alors, le terme, au départ, le terme folie, évidemment, a toujours été relativement peu utilisé, puisque fou veut dire vide. Hein, folie, n'est-ce pas? Bon, personne n'a envie d'être considéré comme vide, et personne n'a l'idée que la folie est quelque chose de vide. Et donc, au départ, c'est le terme d'aliénation qui était utilisé. Et au début du XIXe siècle, donc hallucination et délire, dans le fond, étaient les deux types de phénomènes qu'on permettait de faire le diagnostic. L'hallucination était comprise comme une erreur de perception, et le délire comme une erreur d'opinion, dans le fond. Quelqu'un fixé sur une opinion fausse de façon particulièrement flagrante, etc. Puis, et donc, là, c'est là qu'on s'aperçoit que, dans le fond, il n'y a pas de fixité du délire, que dans certains cas... beaucoup de sujets psychotiques, enfin, vacillent, dans le fond, dans leur vécu délirant. Et à la fin du XIXe siècle, on s'aperçoit, alors là ce sont les travaux neurologiques surtout, les travaux sur les aphasies, et la découverte de zones du cerveau qui sont responsables de la production du langage, hein, et donc on découvre tout cet appareillage. On est en train, à l'époque aussi, de créer les premiers microphones. On a l'idée de placer un microphone sur la gorge d'un sujet qui dit qu'il entend des voix. Et on s'aperçoit que les voix dont il se plaint, il est en train de les prononcer à voix basse, n'est-ce pas? Et donc, il y a le phénomène dit de Segla, qui va faire que les questions qu'on va se poser, c'est dans le fond, comment se fait-il qu'il y ait cette sorte de méconnaissance, et comment se fait-il que le sujet s'imagine que ça lui vient de l'extérieur alors que c'est lui qui prononce ses voix? Bon. Et on en est à peu près là. Le phénomène de Segla a été reconnu aux États-Unis avec un siècle de retard. 1984, on a vu dans le fond la chose reconnue, et donc on a une sorte de consensus autour de ce vécu hallucinatoire. Dans le fond, l'hallucination n'est pas une erreur de perception, mais dans le fond un phénomène dans lequel le sujet
n'arrive pas à reconnaître quelque chose qu'il produit. Alors, je ne sais pas si c'est toutes les hallucinations, on n'a pas pu absolument calculer ça, mais une forte proportion de ces hallucinations, et ça peut aussi se reconnaître au fait que certains sujets hallucinés, visiblement, se parlent. Tout le monde se parle en réalité, mais là, ça leur vient évidemment d'une façon un peu bizarre, un peu détournée. Alors, pour peut-être fixer les idées sur, dans le fond, comment se présentait la folie au XIXe siècle, on a le cas de Pierre Rivière qui a été étudié par Michel Foucault, pour des raisons très particulières, mais c'est un cas qui, à l'époque, a été célèbre en 1830, donc en Normandie. C'est un sujet alors, qui était quand même reconnu comme un petit peu étrange, qui se parlait à lui-même, qui explique que lorsqu'il est à côté d'une femme, il a l'impression qu'une partie de sa substance corporelle est en train de se défaire, et qui va développer un délire sur l'équilibre mondial entre les sexes, à partir d'observations dans le fond exactes qui sont le fait que sa mère bat son père. Hein, c'est un cas très moderne. Vous savez que là, en France, on se préoccupe des hommes qui battent les femmes. En Angleterre, actuellement, c'est le contraire. Enfin, on s'aperçoit la proportion. Je ne sais pas, probablement les Anglaises sont plus vigoureuses que les Françaises. Bon, là, donc, c'est un garçon très moderne, c'est sa mère qui bat son père, et donc il développe tout un délire dans lequel il pense que, dans le fond, la fin du monde est proche. Il le sent dans son corps est en train de se défaire, pense-t-il, et il commet un passage à l'acte pour alerter les populations sur ce destin funeste, ces catastrophes, n'est-ce pas, cette fin du monde qui menace, et donc il assassine sa mère, c'est une jeune sœur, un frère, en calculant tout ça pour qu'il devienne odieux aux yeux de son père et que son père ne soit pas trop peiné de le voir condamné à mort. Tout ça, c'est à la fois délirant et quand même très calculé. Et alors, on s'aperçoit qu'il est capable, il est quand même complètement fou. Bon. Mais en même temps, il est capable de mentir, c'est-à-dire selon les interlocuteurs, il va leur raconter, il va leur dire qu'en fait il a un délire mystique, il n'a pas du tout de délire mystique, mais enfin il sait ce que c'est, bon, c'est lire et écrire, on a entendu parler, bon. Il est capable d'exagérer ses symptômes, et donc c'est un cas de ce qu'on va appeler monomanie à l'époque, c'est-à-dire délire partiel. Bien. Alors, maintenant... quelles sont les limites de la folie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a, dans le fond, une théorie consensuelle sur ce qu'est la folie? Alors, je dirais, quel que soit le point de vue, alors ce type de théorie est au départ quelque chose qui s'est décidé, comme beaucoup de choses de la psychiatrie, entre les Français et les Allemands. Hein, alors il y avait le 19e siècle, enfin c'est vraiment les échanges franco-allemands étaient curieusement d'autant plus vigoureux que les gens se faisaient la guerre régulièrement. Peut-être que les Suisses, les Belges, enfin, ont mis la main à la pâte à ça, mais il y avait véritablement des échanges. Vous voyez que les choses ont assez peu changé. Et est apparu finalement autour de cette idée que, dans le fond, la folie n'est pas une illusion, la folie n'est pas une erreur, eh bien, on s'est dit, voilà, ça doit être quelque chose qui concerne le vécu corporel. Hein, le vécu corporel et le sentiment des limites, hein, le sentiment qu'il y a des limites.
Et donc, ces sentiments, ça peut être des sensations hypocondriaques, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre dans le corps, hein, qu'il y a une lésion, qu'il y a, il y a comme ça un syndrome étrange, n'est-ce pas, qui s'appelle l'apotemnophilie, qui est la volonté de se faire ôter chirurgicalement, n'est-ce pas, de se faire couper un membre. Hein, c'est un donc ce sont des sujets qui délirent sur le fait que un de leurs membres, dans le fond, serait monstrueux, serait en train de pourrir, etc., et qui exigent de le faire couper. Bon, et enfin, c'est quelque chose là pour lequel le diagnostic en Angleterre posait un certain nombre de problèmes. Ça posait tellement de problèmes que certains psychiatres ont dit, dans le fond, on opère bien les transsexuels. Eh bien, ce garçon est très malheureux à cause de sa jambe. Il menace de se suicider, mais je ne lui vois pas de vécu délirant. Alors là, c'était l'Angleterre, n'est-ce pas? Enfin, c'était des gens formés au DSM, j'en dirais quelque chose. Et donc, il y a eu quand même un cas d'une personne à qui on a coupé la jambe à cause de ce délire, jusqu'au moment où le directeur de l'hôpital a été informé de ce fait et est descendu en flammes le malheureux psychiatre en lui disant, écoutez, soit vous apprenez la psychiatrie, soit vous partez, parce que vous n'avez pas vu que ce type était complètement fou, enfin, il y a un problème. Bon. Donc voilà, premier type de symptômes primaires, un vécu corporel ou bien des idéations élémentaires qui peuvent être, en tout cas, ça va être le sentiment qu'il y a, par exemple, des paroles incontrôlables qui sont en train de se former dans la tête, que quelqu'un vous envoie des rayons, etc., et donc que les limites du corps ne sont plus assurées. Que dans le fond, on n'est plus étanche, n'est-ce pas? Il y a des forces externes, enfin, qui peuvent vous tomber dessus, ou bien soi-même avoir des vécus télépathiques incontrôlables. Bon. Alors, ça va être les symptômes primaires. Les symptômes primaires, c'est des choses, dans le fond, qui ne sont pas forcément formulables si facilement, qui sont étranges, voilà. Et puis après ça, il y a ce qu'on appelle les symptômes secondaires. Alors le symptôme secondaire, c'est quelque chose qui est négocié déjà, qui est mis en forme en fonction des attentes de l'environnement, en fonction des modes à la télévision, n'est-ce pas? Et vous savez, c'est très fréquent. On reçoit quelqu'un en consultation qui dit, oui, moi j'ai le même problème que telle vedette, n'est-ce pas? Lorsqu'on lui demande qu'est-ce qui vous arrive, moi c'est comme un tel, etc., etc. Et c'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un d'autre qui a le même problème que d'être tout seul avec un vécu comme ça, plus ou moins étrange, plus ou moins désagréable. Bon. Donc voilà, l'idée c'est qu'il y a ces deux choses, et à partir de là, eh bien, le diagnostic, on va considérer que le diagnostic, ça va être essayer de remonter de l'un à l'autre. C'est-à-dire, quelqu'un qui vous dit, voilà, par exemple, je ne dors pas, ou je dors mal. Enfin, vous avez des tas de gens qui se plaignent de mal dormir, qui dorment quand même. Vous avez des gens comme le cinéaste Fellini, n'est-ce pas, qui ne dormait pas, lui, carrément, trouvait que c'était une perte de temps, et donc il a décidé de ne plus dormir. Il faisait des petites siestes, et il ne s'en est jamais plaint. Et puis à côté de ça, vous avez des gens qui vont exiger un traitement, n'est-ce pas, en disant, mais vous comprenez, j'ai pas dormi, mon sommeil a été irrégulier, n'est-ce pas, et donc il peut y avoir des plaintes comme ça considérables, et donc il y a une sorte de mise en forme, en tout cas, du symptôme. La question, c'est comment, à partir de ce qui est allégué,
hein, et qui est plus ou moins mis en forme en fonction de ce que la personne pense qu'il faut dire, il ne faut pas dire, il y a des choses qu'on ne peut pas raconter, etc. Eh bien, comment peut-on remonter au vécu, dans le fond, le plus profond, qui, lui, est peut-être difficilement formulable, qui correspond souvent à des cauchemars aussi, hein, dont personne n'a trop envie de parler. Et l'idée, c'est que, dans le fond, il y aurait une structure profonde et ces vécus intérieurs, eh bien, permettraient véritablement de les préciser. Bien. Et donc, voilà, donc un petit tableau sur les symptômes primaires dans les psychoses, avec perte du sentiment des limites du corps, perplexité, vécu d'influence, xénopathie, etc., automatisme mental, hallucination, sentiment d'être perméable sans restriction, sentiment d'être télépathe, d'influencer autrui à distance, sentiment d'être incapable de limiter ses influences. Voilà. Alors, là-dessus, ce type de tableau est consensuel, c'est-à-dire que je ne connais pas d'école psychiatrique, quelles que soient ces options, se disant, voilà, certains sont très biologisants, d'autres sont plutôt sociologisants, etc., etc. Donc, c'est consensuel, hein, c'est absolument consensuel. En Allemagne, ça s'appelle Basisterung, etc. Enfin, partout, vous avez... et donc, la vision classique, c'est que le patient vient avec des plaintes, ces plaintes sont plus ou moins distantes, n'est-ce pas, par rapport à son vécu, et le problème du spécialiste, ça va être de savoir, enfin, comme on dit en Auvergne, si c'est du lard ou du cochon, n'est-ce pas, et qu'est-ce qu'il y a exactement derrière ces plaintes. Et pour ça, eh bien, il faut permettre à la personne de s'exprimer, essayer de faire quelques petits recoupements, pour, alors, évidemment, se demander si ces plaintes, jusqu'à quel point ces plaintes sont authentiques, est-ce qu'elles ne sont pas imitées par rapport à quelqu'un d'autre, est-ce qu'on n'est pas devant quelqu'un qui est mythomane aussi, qui cherche à se faire hospitaliser parce que telle et telle raison. Bon, voilà. Et donc, il faut donc un spécialiste pour ça. C'est un travail qui s'apprend, hein, qui est délicat, etc. Et donc ça, c'est la vision classique. On ne peut pas comme ça visser sa plaque, enfin, et s'improviser. Il y a tout un apprentissage à faire. Bien. Et puis, il y a un apprentissage aussi, une fois qu'on a ces éléments, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut proposer là, bon. Alors, actuellement, la classification française s'appelle le CFT-MEA pour l'enfant et l'adolescent, CFT-M pour l'adulte, et c'est quelque chose qui tient compte. Alors, donc l'idée, c'est que ça n'est pas un système expert, c'est-à-dire que vous placez une personne devant cette grille, c'est pas avec ça que vous aurez le diagnostic, c'est en discutant avec le patient pour, dans le fond, essayer de voir quel est véritablement son vécu, comment ça se présente dans son histoire, etc. Et il y a des équivalents allemands, scandinaves, japonais de ça, qui sont, je dirais, de bonne qualité, qui respectent cette idée qu'il y a dans le fond ce qui est allégué directement et ce qui est plus caché, dont il faut se débrouiller. Bien. Alors, après ça, nous avons le DSM états-unien, donc qui est une grille qui a été proposée, qui a été imposée, puisque maintenant, enfin, il y a cette sorte de domination culturelle, n'est-ce pas, qui est apparue. Alors, ce DSM, alors la psychiatrie aux États-Unis est quelque chose, enfin, qui, avant le XXe siècle, n'existait pas vraiment. Il y avait comme ça quelques communautés religieuses, n'est-ce pas, Quakers par exemple, n'est-ce pas, qui s'occupaient de patients, et puis ailleurs c'était rien, n'est-ce pas, ça n'existait pas. Ça a commencé à être importé d'Europe
donc début XXe siècle. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont dit « Ah, maintenant c'est nous, et vous allez faire comme on va vous dire. » Bien. Et donc, apparaît donc l'Association mondiale de psychiatrie créée dans les années 50, et les Américains très vite disent voilà, nous allons imposer nos règles. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas grand-chose à proposer. Et donc, on a au départ ce DSM qui est une grille épidémiologique. Et en 1978, une crise apparaît. Les antipsychiatres très virulents, n'est-ce pas, aux États-Unis, se moquent ouvertement, humilient ouvertement les psychiatres américains. Très mauvaise idée. Il ne faut jamais humilier un Américain. Là, ça a été vraiment extrêmement violent. C'est un nommé Rosenhan, David Rosenhan, on being sane in insane places. Donc, il envoie ses étudiants dans les hôpitaux psychiatriques américains, avec pour mission de dire « j'entends un bruit toc, toc, toc de temps en temps ». Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Ils sont tous faits hospitalisés avec des médicaments, etc. Et Rosenhan a été après récupérer ses étudiants en disant voilà, je ne comprends pas, j'ai fait une expérimentation pour voir si vous étiez capable de diagnostiquer vraiment la folie, et je viens récupérer mes étudiants, vous êtes vraiment complètement nuls, c'est pas possible. Et il publie ça, n'est-ce pas bien. Alors, ça les a beaucoup énervés, d'autant plus qu'il a recommencé après en disant, voilà, méfiez-vous, je vais renvoyer mes étudiants, les psychiatres publiant, on en a trouvé 50, et Rosenhan répliquant, non, j'ai pas encore commencé à les envoyer. Donc, vous voyez l'horreur, n'est-ce pas, l'humiliation, bon. Et donc, la réplique, ça a été le DSM-3, n'est-ce pas, 78. Alors, ils ont pour eux, il fallait opérationnaliser le diagnostic. Il fallait partir du comportement du patient et avoir une grille permettant de chiffrer ce qui n'allait pas. Bien. Alors, les résultats n'ont pas été très satisfaisants. Alors pourquoi ? Parce qu'on se basait uniquement sur le symptôme allégué. C'est-à-dire que le psychiatre n'avait pas mission de s'occuper du vécu intérieur, des choses plus ou moins secrètes, etc. Bon. Alors ça a donné une série de fausses épidémies. Enfin, je vais donner voilà, multiplication des entités, multiplication des fausses épidémies, donc personnalité multiple, autisme, alors avec une définition très large de l'autisme, trouble de l'attention et hyperactivité, trouble bipolaire, trouble factice, et avec des comorbidités absolument effrayantes, c'est-à-dire que les gens se présentent avec 5 diagnostics différents en même temps. Ce qui est embarrassant, on ne sait plus lequel, enfin, lorsqu'il s'agit de traiter, qu'est-ce qu'on fait, hein. Bon, et finalement, donc le DSM a été condamné par l'équivalent du ministère de la Santé en 2013, mais comme ils n'avaient pas de solution de rechange, eh bien, ils se retrouvent avec leur méthodologie, enfin qui ne sert pas à grand-chose, mais qui cherche toujours à imposer à tout le monde. Donc, entre-temps, il y a eu une tentative de sauvetage, donc le PDM, auquel j'ai participé, tentative d'amender le DSM en rajoutant 2 dimensions, disant voilà, on va rajouter 2 dimensions, et en particulier les vécus intérieurs, etc., la structure de personnalité, mais ça n'a pas intéressé. Voilà. Et donc, la situation actuelle du point de vue états-unien, c'est un projet grandiose, hein, de réseau dans lequel, dans le fond, vous n'auriez pu, à la limite, je ne sais même pas si vous auriez à voir le patient, mais ce qu'ils appellent la médecine personnalisée appliquée à la psychiatrie. Alors, donc, création d'un réseau utilisant toutes les données scientifiques publiées et validées.
le repérage de l'ensemble des effets prouvés et des effets collatéraux des médicaments, et donc voici les domaines qu'on va recouper par des méthodologies statistiques. Je vous préviens tout de suite, ça n'est pas fait, hein, et ça n'est pas... Alors, d'abord, un classement géographique, c'est-à-dire qu'on va utiliser Google Earth, n'est-ce pas, pour situer chacun dans son environnement géographique. Alors, on va s'intéresser à l'exposome. Alors, c'est simplement les phénomènes, le type d'exposition qu'il y a selon les zones. Est-ce qu'il y a telle pollution? Est-ce qu'il y a telle épidémie, etc., etc. Tout de même, les signes et symptômes du patient. Alors, je ne sais pas selon quel... après ça, le génome, mais le génome ne sert pas à grand-chose en réalité. On s'est aperçu que il y a des gènes, mais la question c'est est-ce qu'ils sont activés ou non. Et donc c'est l'épigénome, effectivement, qui va... l'épigénome, ce sont ces procédés qui, sur le génome, et vont activer, désactiver tel ou tel gène. Le microbiome, c'est-à-dire dans le fond l'ensemble des microbes, et ça en fait quand même des millions par personne. Autre donnée sur les patients, alors là c'est la prudence qui dit qu'on a peut-être oublié quelque chose, voilà, et les particularités des patients individuels. Bon. Et après ça, on va réentrer, on va proposer donc des traitements à partir de ça, et on va réentrer les résultats pour voir si on peut les croiser avec les résultats d'autres patients. Vous voyez que c'est une chose absolument énorme. Je ne sais pas quel ordinateur va pouvoir, mais peut-être dans quelques années, ça va être possible. Et donc ça, c'est le projet américain pour une nouvelle psychiatrie. Vous voyez, c'est un petit peu effrayant. Bon, alors, dans le fond, passons maintenant à qu'est-ce qui intéresse, enfin... quelles sont les attentes sociales envers la folie, hein. Et quand on regarde bien, en fait, on s'aperçoit que ces attentes sont extrêmement variées, hein, sont extrêmement variées. Alors, vous avez d'abord les industries pharmaceutiques et thérapeutiques. Hein, puisque l'industrie pharmaceutique, comme vous savez, ça fait partie des grandes industries françaises, hein, mais pas seulement, et ce sont des... et donc il y a... là, quelque chose qui a été dénoncé d'ailleurs par certains collègues, disant, dans le fond, on lance actuellement des maladies en disant, voilà, vous avez peut-être ressenti telle chose, nous avons le traitement, et je pense par exemple le lancement du Viagra il y a une quinzaine d'années, c'est fait avec toute une série de campagnes de presse disant mais est-ce que vous satisfaisez vraiment votre compagne, enfin est-ce que combien de fois par mois, enfin avez-vous des rapports sexuels satisfaisants, etc., etc. Et nous avons la solution. Et donc, vous ne pouvez pas vous permettre de... etc. Voilà. Et donc, on a ces campagnes bien orchestrées. Donc, la folie n'échappe pas à ces techniques industrielles, commerciales, etc. Et ce que les Anglais appellent Big Pharma, n'est-ce pas, l'industrie pharmaceutique, c'est se faire entendre. Et il y a cette particularité, par exemple, en France, qui est que les hypnotiques, les anxiolytiques, en principe, les médecins généralistes ont le droit de les prescrire, alors qu'ils ne sont pas a priori formés pour ça, alors qu'en Angleterre, si vous demandez un anxiolytique, il faut passer par un psychiatre. Hein, vous avez des choses comme ça qui sont évidemment
Donc l'opportunité industrielle, eh bien, évidemment, il y a toujours un discours sur le médicament dans lequel on va insister, enfin évidemment celui qui le vend va insister sur le fait que c'est absolument formidable, ça vous redonne une pêche d'enfer, etc., etc. Bien. Alors deuxièmement, vous avez des discours sur le risque assurantiel ou politique. Alors je dis ou politique parce que vous savez que il peut y avoir, dans certains cas, une dangerosité de la folie. Cette dangerosité est rare, hein, c'est-à-dire qu'on a essayé de savoir, par exemple, si le fou était plus meurtrier que la personne dite normale. Et alors, ça varie selon les pays. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes américain, états-unien, si vous êtes psychotique, vous êtes beaucoup moins dangereux que quelqu'un de normal, n'est-ce pas, hein, puisque, comme tout le monde est armé, enfin, vous êtes un peu ralenti, etc. En revanche, si vous êtes suédois, eh bien, les Suédois sont beaucoup plus contrôlés, n'est-ce pas? Enfin, sauf quand ils ont vraiment beaucoup bu. Voilà. Et donc, vous avez le Suédois psychotique, dans le fond, va passer à l'acte plus facilement que le Suédois non psychotique. Hein, c'est une... voilà. Donc, il y a une espèce de variabilité, mais en tout cas... Et donc, les compagnies d'assurance, évidemment, souhaitent avoir une vision sur le risque, hein, sur comment assurer au mieux et comment faire qu'il n'y a pas trop de frais de remboursement, etc., etc. Et, dans le fond, le politicien actuel... Enfin, le raisonnement du politicien actuel se présente assez largement comme un raisonnement de protection sociale et avec certains arguments assurantiels. Hein, c'est-à-dire que on a cette figure, enfin, du politicien protecteur qui, s'il est arrivé quelque chose, il me dit, mais oui, je viens sur place, j'envoie des psychologues, etc., etc. On m'a vu à la télévision, me préoccupant, etc. Et je fais voter la loi pour que, etc., etc. Bon, que cette loi, déjà voter la loi, c'est quelque chose, et après, enfin, est-ce qu'elle va être appliquée? Enfin, c'est toute une discussion, mais il y a donc cet aspect assurantiel. La folie est prise, n'est-ce pas, dans cet aspect assurantiel. Alors maintenant, il y a aussi les discours biologiques. Alors, ces discours biologiques, ils peuvent être justifiés si les résultats sont véritablement discutés, et dans le fond, les travaux biologiques sérieux doivent intégrer plusieurs systèmes du vivant, n'est-ce pas, les deux systèmes neurologiques, les aspects psychologiques, les aspects endocriniens, les aspects immunologiques et les aspects génétiques. Bon, je ne connais pas beaucoup de recherches qui intègrent tout ça. Et il y a des recherches qui sont plutôt sur une certaine ligne, ce qui est très intéressant, mais ce qui est un peu fâcheux, c'est lorsqu'on annonce qu'il y a une grande découverte qui va changer fondamentalement, etc. Il y a un ton prophétique qui est un petit peu embarrassant, n'est-ce pas? Prophétie en matière biologique, je ne sais pas si c'est très prudent. Il y a quand même beaucoup de recherches et pour l'instant, il n'existe pas, par exemple, de marqueurs biologiques de la folie. C'est-à-dire que vous donnez votre sang, vous êtes schizophrène ou non, on est incapable de dire si vous avez un trouble psychique ou non. Hein. Alors, le problème des attentes sociologiques, alors, dans le fond, les attentes sociologiques, là aussi, c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait honorable. On veut savoir si vous êtes stigmatisé, si vous êtes marginalisé,
si il y a quelque chose, une spécificité ethnique dans les troubles, bon, très bien, tant qu'il n'y a pas la prétention que, n'est-ce pas, le trouble psychique se réduise à un aspect sociologique. Là, je crois qu'il y a quelque chose qui serait véritablement excessif. Bon. Alors, par ailleurs, il y a quelque chose qui est quand même très largement ignoré, et j'y reviendrai, c'est la question, la relation entre production artistique et vécu psychotique. Actuellement, alors évidemment, on est dans le domaine à la fois de l'intime, hein, c'est-à-dire que il n'est pas question de mettre sur la place publique qu'un tel a tel problème, telle addiction, etc. Et du coup, il y a des modes. Hein, il y a des modes. Dans les années 70, la folie était plutôt bien vue puisque il y avait beaucoup de thèmes de libération, etc. Actuellement, la folie est plutôt envisagée sous l'angle de la dangerosité, hein, ce qui est un petit peu embarrassant, ce qui est en tout cas susceptible de stigmatisation. Voilà, et donc c'est un peu tout l'un ou tout l'autre, et cet aspect trop massif, n'est-ce pas, est évidemment insuffisant. Et alors, il y a un autre point aussi qui est évoqué parfois, c'est le fait, la relation entre vécu psychotique et vécu religieux. Alors, il y a eu des époques où on était beaucoup plus brutal qu'on ne l'est maintenant. Je pense aux travaux de Jean-Martin Charcot, par exemple, l'école de la Salpêtrière, qui était d'une violence, disant, mais enfin, n'est-ce pas, tous ces phénomènes extatiques, etc., c'est de l'hystérie au mieux ou de l'épilepsie, etc., etc. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a là tout un domaine où on préfère ne pas trop aller, mais il y a tout de même il y a quand même des travaux intéressants à faire, mais évidemment qui ne sont pas forcément publiables. Hein, Alors, donc voilà, pour ces attentes sociales, on a des attentes sociales qui sont en fait extrêmement contradictoires, puisqu'il faut voir que il y a, par rapport au choix des professions, n'est-ce pas, il y a certains types de pathologies, par exemple, je pense aux pathologies de type hypomane ou maniaque. Je connais quand même un certain nombre de chefs d'entreprise, enfin, qui sont d'autant plus dynamiques qu'ils ont parfois du mal à s'endormir, et par moment, enfin, leur dynamisme est tel qu'on est forcé, l'entourage, enfin, est forcé de les tirer par la manche, et enfin, qu'ils arrivent un petit peu à se calmer quelque temps. Et donc, dans le milieu audiovisuel, par exemple, on a quand même eu énormément de cas dans ce genre-là, enfin de personnes dont on disait, voilà, il a pris un peu trop de cocaïne, etc. En réalité, ce sont des gens dont les troubles allaient au-delà d'une petite addiction, bon. C'est dans certains arts du spectacle aussi. Enfin, on a comme ça des cas qui sont
qui sont assez intéressants, mais dans le fond, qui, à mon avis, ne peuvent vraiment être étudiés que par des spécialistes, parce que sinon on rentre dans des considérations, enfin, qui ne peuvent pas être mises sur la place publique. Alors, autre catégorie qui est utilisée pour parler des limites de la folie, c'est ce qu'on appelle les borderlines. Cette notion de borderline, dans le fond, à quoi correspond-elle ? En fait, ça correspond à 5 types de problèmes. Et c'est pour ça qu'on a une certaine méfiance devant ce type de terme. Alors ça peut être la folie partielle, et à ce moment-là, bon, on retombe sur notre problématique. Ça a été à certains moments les pratiques sexuelles dites hétérodoxes, mais actuellement seules les pratiques illégales, n'est-ce pas, sont considérées comme hétérodoxes. Des formes de délinquance liées à une maltraitance, à des carences éducatives, etc. Des troubles névrotiques un peu bruyants, ou finalement des patients difficiles ou menaçants. Les patients désagréables, ça arrive, et quelqu'un peut être désagréable à un certain moment pour toutes sortes de raisons, c'est pas forcément parce qu'il est fou. Il peut prendre la mouche, on peut tomber sur un moment de vulnérabilité, cauchemar, etc. Ça n'indique rien. Ce qui fait que cette notion de borderline, enfin, paraît assez peu intéressante. Plus intéressant semble être la catégorie de psychose ordinaire qui a été proposée il y a une quinzaine d'années maintenant, où on s'intéresse au cas de folie discrète. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont des troubles psychotiques, mais dans le fond n'en font pas état, arrivent à les dissimuler. Et c'est une question très intéressante. Comment quelqu'un peut se maintenir pendant des années, voire des dizaines d'années. Enfin, je suis tombé comme ça sur des cas de personnes personnes qui étaient hauts fonctionnaires et qui avaient véritablement des vécus délirants, mais qui arrivaient à les bloquer. Et donc, c'est intéressant. Pourquoi ? Eh bien, parce que y a beaucoup de mécanismes de stabilisation, et ça, évidemment, on est toujours intéressé de voir si ça ne peut pas être appliqué à d'autres cas. Puisque, actuellement, si vous voulez, la folie n'est pas envisagée comme un continuum, mais plutôt comme une succession de moments de décompensation et de stabilisation. Et donc, voilà, cette catégorie correspond évidemment à quelque chose qui est intéressant pour le spécialiste. Bon. Alors maintenant, la popularité de la figure du fou pervers. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est très abondamment utilisé, exploité, je dirais, dans le cinéma gothique, plus ou moins, donc le cinéma américain, n'est-ce pas, Hannibal Lecter, telle ou telle figure de vampires, etc. Et le problème, alors évidemment, ça peut avoir un intérêt esthétique, mais le problème, c'est que c'est quand même extrêmement désagréable. Ça laisse entendre que les sujets psychotiques auraient des intentions perverses, etc. Et
des catégories comme celle de pervers narcissiques, enfin, vont un petit peu dans ce sens-là. Alors, je voudrais tout de suite, peut-être dire un peu ce que j'en pense. Enfin, cette notion de pervers narcissique qu'on voit utiliser comme ça à droite à gauche, en réalité, il n'y a pas de type de personnalité. Lorsque quelqu'un veut être désagréable, enfin, il peut l'être, et enfin, toutes sortes de types de tempéraments peuvent être extrêmement désagréables. Il n'existe pas une catégorie clinique du salopard. Hein. Enfin, je ne sais pas si ça vous rassure, mais il peut y avoir des gens avec des tempéraments extrêmement différents qui peuvent être particulièrement désagréables. Bon. Alors, maintenant, la question des rapports entre folie et créativité, et je voulais un petit peu poser la question, enfin, ces rapports entre folie et créativité. Alors, c'est une notion qui n'est pas nouvelle, hein, c'est le pseudo-Aristote, puisqu'on pense que c'est quelqu'un qui s'appelait Aristote, mais enfin, c'est pas le Aristote, n'est-ce pas, le grand philosophe, c'est quelqu'un qui donc a écrit un petit ouvrage qui s'appelait « L'homme de génie et la mélancolie ». Cette personne a lancé la notion de mélancolie. La mélancolie étant à l'époque comprise comme une alternance de crise d'agitation et d'abattement, de génie artistique et politique. La figure du mélancolique, c'était Alexandre de Macédoine, n'est-ce pas, le grand conquérant, le grand fou conquérant, n'est-ce pas. Enfin, il était quand même un personnage assez perturbé, enfin, comme d'autres grands conquérants. On peut penser à Ivan le Terrible, hein, ou l'empereur Qin, qui a unifié la Chine. Ce sont des personnages, enfin, tout à fait effrayants, avec des sautes d'humeur. Bon. Et il est repéré depuis lors que, dans le fond, la plupart des grands artistes, disons, ont leurs humeurs. Hein, et c'est assez fréquent, enfin, qu'il y ait un vécu extrêmement, disons, riche. Hein, alors, il y a eu des courants artistiques qui faisaient ouvertement état d'une fascination pour la folie. Hein, je pense par exemple au romantisme allemand. Lorsqu'on étudie de près le romantisme allemand, si vous lisez Wackenroder, n'est-ce pas, explique que dans le fond le vrai artiste est une sorte d'âme errante, n'est-ce pas, qui peut s'incarner dans un corps, mais enfin pour peu de temps, la plupart du temps, et voilà. Novalis aussi, le personnage quand même un petit peu curieux. Hölderlin, donc lui a dû être hospitalisé et vivait avec un masque sur le visage. Enfin, c'est un personnage quand même très, certainement un des plus grands poètes allemands. Alors, plus proche de nous, l'actionnisme viennois, des gens qui, se dilacéraient le corps, enfin faisaient des happenings un petit peu curieux. Voilà, il y a certains courants artistiques, expressionnistes, enfin certains expressionnistes aussi, qui dans ce qu'on appelle le body art aussi, il y a des pratiques quand même un tout petit peu étranges. Et à partir de là, évidemment, va se poser la question des rapports entre folie et création artistique. Alors ceci, actuellement, vous avez 3 domaines où ceci est entièrement exploité, si je puis dire. Les travaux psychiatriques sur l'art psychopathologique au début du XXe siècle étaient de cela. J'ai bien connu Henri Faure, n'est-ce pas, qui était professeur de psychologie à Sorbonne et psychiatre des hôpitaux, qui avait fait toute une série de travaux sur les appartenances du délirant, enfin la création spontanée dans le fond du délirant.
Alors il y a ce qu'on a appelé l'art brut aussi, hein, qui sont des formes d'art qui se pratiquent surtout. Il y a un musée de l'art brut à Lausanne. Enfin, vous avez toute une série de pratiques là qui création naturelle, n'est-ce pas, du sujet psychotique. Et puis vous avez ce qu'on a appelé les médiatisations. Nous avons contribué, n'est-ce pas, à un ouvrage collectif dirigé par nos collègues Vives et Vino là-dessus. Ça correspond à des pratiques d'artistes en milieu psychiatrique. Et il y a là, je crois, quelque chose d'extrêmement intéressant qui parle beaucoup aux patients et ça a certainement beaucoup d'intérêt. Alors maintenant, peut-être pour terminer un petit peu ce tour d'horizon, je voulais parler d'un certain nombre de renversements. C'est-à-dire que nous avons envisagé les ségrégations, n'est-ce pas, les mesures de protection par rapport à la folie, etc. Mais le temps peut-être est venu de se demander s'il n'y a pas quelque chose qui nous concerne de plus près. Et je voulais évoquer une thèse de Lacan contre Henriet, n'est-ce pas, Henriet disant, voilà, la folie, c'est la limite de la raison, hein, c'est là où la raison s'arrête, et Lacan lui répondant, en réalité non, le fou, c'est l'homme libre, et effectivement, dans les thématiques psychotiques, il est assez fréquent que les personnes allèguent une liberté totale, n'est-ce pas, en disant, voilà, dans le fond, plus rien ne peut me retenir, alors pas seulement dans les états maniaques, hein, états maniaques donc d'agitation, de fureur, etc., mais y compris dans des cas de schizophrénie, de paranoïa, n'est-ce pas, alors c'est assez gênant, je dirais même, hein, puisque dans le fond, notre idéologie, c'est celle de la liberté. Nous sommes le pays, enfin un des pays, en tout cas, qui se veut libre. Hein, et dans le fond, dire en réalité la folie n'est pas la limite de la raison, mais c'est au cœur de tout projet de libération. Il y a quelque chose d'un peu fou dans tout projet de libération. Évidemment, c'est pas un discours très sympathique. C'est pas un discours très sympathique. Mais, dans le fond, on est forcé toujours se demander libération vers quoi, hein, libération dans quoi. Et les prophètes de la libération les plus virulents, la plupart du temps, ont dû quand même être hospitalisés, et pas forcément pour des mauvaises raisons. Hein. Donc il faut aussi peut-être avoir ça en tête, que nous avons cette potentialité. Alors, non pas que toute thématique de libération soit folle. Il y a certainement des cas de ségrégation contre lesquels il faut agir, mais de façon, même un peu systématique. Simplement, la liberté pour la liberté, ça c'est vraiment une thématique psychotique. Et que, je dois constater que, effectivement, c'est quelque chose qui est assez opérant, chez des sujets psychotiques. Le rejet de discours constitués, des utopies politiques refusant tout compromis. Et alors ça a des bons et des mauvais côtés.
Hein, ça a des bons et des mauvais côtés, et on constate qu'un certain nombre de créateurs, par exemple dans le domaine mathématique, mais attention, je n'ai pas dit que les vrais mathématiciens sont tous fous. Hein, ça c'est ce que disent les physiciens, et ils répondent, les mathématiciens traditionnellement répondant oui, on est fou, mais les physiciens sont tous débiles, n'est-ce pas? Enfin, c'est une disons, enfin, c'est pas des vraies mathématiques que vous faites, etc. Bon, alors c'est vrai que la folie, son absence de limite, peut permettre de s'affranchir de limitations conceptuelles. Georg Cantor, qui a passé quand même une bonne partie de son existence hospitalisé, maniaco-dépressif, n'est-ce pas, crée la théorie des ensembles avec des hypothèses qui paraissaient absolument incroyables. Hein. Ce qu'il a osé faire était, c'est-à-dire que considérer que l'infini n'était pas simplement le fait qu'on aligne un chiffre après l'autre, mais qu'il existait véritablement un infini, et qu'il en existait même plusieurs, des échelles d'infini. Ce qui, avant lui, enfin, seuls certains mystiques, n'est-ce pas, tenaient de tels propos, et l'idée d'appliquer ça aux mathématiques était tout à fait géniale et nouvelle. Alors, John Nash, mathématicien états-unien, lui a créé la première théorie des jeux à partenaires multiples. Les théories des jeux donc se faisaient à deux partenaires. Et c'est aussi quelqu'un qui a été là hospitalisé, alors les 3/4 de sa vie, là, carrément, n'est-ce pas? C'est-à-dire que à 22 ans, il a créé, n'est-ce pas, sa théorie des jeux absolument géniale. Après ça, il a été contacté par les services secrets américains qui voulaient absolument qu'il les aide pour tel ou tel procédé. Ça lui a fait complètement éclater son univers, et depuis lors il est resté hospitalisé, bon, jusqu'à récemment, puisqu'il a fini par se convaincre que les voix qu'il entendait n'étaient pas la même chose que les mathématiques qu'il faisait, et finalement il a pu même reprendre ses cours, hein, ce qui est un cas tout à fait intéressant. Est-ce qu'il y a... Alors, attendez, j'essaye de voir. Non, alors là, je dois être arrivé au bout ou pas? Voyons. Créativité. Oui, voilà. Bah écoutez, voilà. Donc, je vous remercie de votre attention, et à votre disposition, bien sûr. Voilà, merci François Sauvagnat de tout ce que tu nous as dit, de ce parcours que tu as fait à la fois sur le plan historique et puis sur le plan clinique autour de cette question de la folie. Je vais juste poser une ou deux questions pour commencer, mais très rapidement, parce qu'en fait le temps nous est un peu compté, puis je souhaite qu'évidemment les uns et les autres puissent s'exprimer. Il y a quand même toute une série de questions qui, enfin, évidemment, j'en ai toute une série qui me viennent à l'esprit à te poser, mais il y a en tout cas une question que je voudrais te poser qui concerne le statut même finalement de celui qu'on sait comme fou dans l'espace social qu'est le nôtre. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est passé d'une période où avec la diversité qu'on peut évidemment aussi discerner, une période où il a été plutôt considéré comme étant une victime, peut-être un problème quand même, enfin du côté d'un être vulnérable, à côté du champ social ou marginalisé, etc. Et puis une période où, au fond, qui est la nôtre, où on considère plutôt que c'est un problème du côté d'un danger en réalité.
c'est-à-dire de celui qui menace le social, potentiellement qui peut être un criminel, qui peut être quelqu'un qui fait preuve de violence, etc. Et du coup, au fond, la question que je voulais te poser, c'est d'abord comment tu analyses ça, évidemment, hein, ce phénomène-là, et puis la façon dont tout ça est pris quand même dans des dispositifs qui visent au maximum à normaliser, à normativer finalement la folie telle qu'elle se donne à voir aujourd'hui, de manière à pouvoir la prendre dans des dispositifs contraignants le plus possible finalement, de façon à ce que évidemment rien ne déborde, que ça échappe pas, que ce soit contrôlable, que ce danger potentiel ne se mette pas en œuvre, etc. Et donc au fond, peut-être qu'on pourra avoir le sentiment que la période qui est la nôtre, qui est une période dans laquelle il y a beaucoup de liberté, de pluralité, de diversité, est une période dans laquelle la folie fait symptôme de quelque chose qui finalement témoigne d'une façon dont notre espace social finalement essaye de ranger tous sous le signe de la même chose, hein, et que la folie, comme ce qui fait peur, ce qui effraie, ce qui menace, etc., se trouve pris aussi dans ce dispositif. Voilà une question qui me venait en t'écoutant. Merci. Alors, je crois que, enfin, ce qui est alors, d'abord, on est dans l'époque cybernétique, c'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale s'est conclue autour de ces fameuses conférences Macy, donc aux États-Unis, avec le projet de créer dans le fond, des machines cybernétiques qui, à la fois, puissent commander toutes sortes d'outillages, toutes sortes d'armes, et qui puissent aussi régler les corps. Hein, c'est-à-dire ça, c'est quand même l'horizon depuis les années 45, et les choses se sont simplement, je dirais, accélérées avec le problème d'une information qui circule de façon de plus en plus incontrôlée. Hein. C'est-à-dire que maintenant, dans le fond, quelqu'un ne peut plus être seul à rêvasser, il a forcément un appareil, n'est-ce pas, qui est près du corps, qui est de façon de plus en plus menaçante, près du corps, et cet appareil, enfin, maintenant vous avez des espèces d'appareils sportifs qui mesurent votre tension, etc., etc. Et naturellement, ces appareils, enfin, on en annonce qui sont où toutes ces informations partent sur Internet, c'est-à-dire qu'on est dans un type de monde dans lequel on n'arrive plus à savoir quelles sont les limites du corps, littéralement. Donc ça c'est quand même très très effrayant. Et avec, par exemple, les élections américaines, n'est-ce pas, les élections américaines posent la question de savoir, dans le fond, qui est complotiste. Ça devient très très compliqué de savoir qui est complotiste et qui a comploté. Et est-ce que, vous voyez, à partir du moment où l'information circule sans qu'on puisse savoir où ça commence, où ça finit, enfin, là, on est dans un monde où le besoin de contrôle est de plus en plus important. Plus en plus important. Enfin, maintenant, il faut, pour les enseignants, première chose à faire, c'est empêcher les enfants d'utiliser leur portable. Enfin, lorsque, par exemple, vous faites un cours, maintenant, la question est de savoir est-ce que ce cours, jusqu'à quel point ce cours va être diffusé, est-ce qu'il faut faire du présentiel, du semi-présentiel, il faut enregistrer,
Dans le fond, la présence devient quelque chose de plus en plus relatif. Hein, la présence maintenant est augmentée, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on a échappé aux lunettes, vous savez, qui font que, enfin, vous, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, pof, vous avez on vous donne sa température, vous n'avez même pas besoin de dire comment ça va, on dit voilà, telle personne a eu telle chose, telle personne a écrit telle chose, etc. Bon, on a échappé à ça, mais enfin je pense que dans peu de temps on va la voir. Moi j'ai connu un moment, je travaillais avec des gens de Renault, et qui, alors c'était il y a 40 ans malheureusement, oui, qui me disait, eh ben voilà, on a créé une machine qui parle, enfin on a une voiture qui parle, c'est-à-dire que vous trouvez ça formidable, n'est-ce pas? Actuellement il y a encore des petits trucs qui font des bruits, enfin lorsque vous rentrez dans la voiture, si vous mettez ou non la ceinture, mais là ils avaient trouvé une voie, mais ils avaient fini par arrêter parce qu'à un moment ils s'est retrouvé dans une voiture qui disait: Monsieur, madame, votre portière arrière gauche est mal fermée. Monsieur, madame, etc. Et ils n'arrivaient pas à débrancher le truc. Il fallait rapatrier la voiture sur plusieurs centaines de kilomètres. Et donc, ils ont failli la mettre contre un arbre. Enfin, il y a quelque chose de vraiment d'envahissant. Bon, voilà. Et alors, maintenant... je ne suis pas sûr que le statut de la folie... enfin, si vous voulez, la question, c'est où, lorsque quelqu'un veut vous faire du mal, étant donné toutes les possibilités qu'il y a, bon... Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur Internet, lui planter sa voiture, par exemple. Vous pouvez prendre possession d'une voiture. Hein, alors, selon le degré, n'est-ce pas, vous pouvez faire démarrer sa voiture, la balancer contre un arbre quand il n'est pas dans la voiture, ou bien, etc. Enfin, ça peut... Donc, il y a cette question, dans le fond, comment contrôler... Alors, non seulement, d'ailleurs, les intentions... Mais les accidents aussi, les accidents, comme vous savez aux États-Unis, vous avez ces enfants, le nombre d'enfants qui ont tué leurs parents avec des armes comme ça qui traînaient par terre, je ne sais pas quoi, est absolument considérable. C'est davantage que les crimes. Donc voilà, je crois qu'il y a cet effet-là et peut-être essayer d'incarner là une figure limite. Mais je ne suis pas sûr que ça ait grand rapport avec la psychose en réalité, quoi. Je donne toute la parole à ceux et celles qui veulent la prendre, poser une question, François Vagna, intervenir, réagir. Je vous pose une question en tant que juriste. Parmi tous les éléments de droit que vous avez cités, qui sont tout à fait classiques, j'allais dire, je crois nécessaire d'ajouter quelque chose qui est relativement récent dans notre univers et qui est d'ailleurs inscrit dans des textes majeurs, le principe de précaution. Or, le principe de précaution bouscule beaucoup, pas simplement les habitudes administratives, on le voit quand il y a des tempêtes ou quand il y a des risques majeurs, mais de manière plus générale, le fonctionnement des administrations et même des entreprises privées. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec une autre conception de la folie, puisque le principe de précaution tente d'imaginer, à partir d'un certain nombre de données, ce qui pourrait arriver, et donc empêche de voir se développer des gestes, des manifestations qui pourraient être dommageables? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors certainement. Alors ce principe de précaution va faire que, par exemple, si un sujet donc psychotique suivi va commettre un acte regrettable, eh bien, la dernière consultation, on va considérer que la dernière consultation, la
personne qui a assuré la dernière consultation, l'équipe, etc., doit être responsable. Bon. En même temps, dans les dernières condamnations, parce que je surveille un petit peu ça, je n'ai pas constaté que les juges allaient jusqu'au bout. C'est-à-dire que la peine la plus grave, ça a été une peine avec dispense, enfin de peine, etc. Bon. Alors, il est certain que dans la folie, il y a quelque chose d'un peu imprévisible. Enfin, il y a le fait de sortir des limites, etc. C'est quelque chose d'un peu imprévisible, mais comme est imprévisible l'adolescence aussi. Hein. L'adolescence, c'est quand même aussi une sorte de folie. Enfin, on peut le considérer comme ça, sur un autre degré, mais voilà, je crois que c'est un. Alors, vous savez que ce principe de précaution, c'est quelque chose, enfin c'est européen, c'est-à-dire ce n'est pas, les États-Unis refusent absolument le principe de précaution, considérant que c'est paralysant pour toutes sortes d'initiatives. En revanche, considère qu'on peut attaquer, enfin en droit, enfin dans les hôpitaux par exemple, à la porte des hôpitaux, vous avez des hordes d'avocats qui vous disent, voilà, vous venez d'être opéré, pas de problème, on attaque, vous n'avez rien à payer, c'est après coup, etc., etc. Enfin bon, c'est un autre principe. Mais en même temps, ce principe de précaution est quelque chose d'intéressant. Enfin, on est quand même forcé d'avoir ça. Pourquoi on a ça, en gros? Parce qu'on a eu la Deuxième Guerre mondiale, sur le dos, quand même. Enfin, on est comme ça. C'est Hans Jonas, n'est-ce pas, qui a inventé ça. Jonas, élève de Heidegger, certes, mais surtout talmudiste, et avec cette idée qu'il faut être responsable, il faut se faire responsable du monde, etc., etc. Bon. Pour l'instant, la folie administrative que vous évoquiez, n'est-ce pas, la folie juridique ne va pas jusque-là. Je pense que le juriste est quand même quelqu'un de raisonnable. Oui. Alors, je vous en prie. Alors oui, bonsoir. Moi, j'aurais juste une petite question, ou plutôt des inquiétudes. Vous avez parlé justement que les États-Unis, notamment par le DSM, imposer des standards en Europe, mais on voit vraiment une inflation de ces maladies-là. Je me suis un peu intéressé parce que j'ai des personnes dans l'entourage qui étaient soi-disant touchées par ça. Et en France, on sait, selon les chiffres de l'assurance maladie, donc j'invente rien, un quart des Français prendraient des anxiolytiques ou des antidépresseurs tous les ans. Est-ce qu'on a vraiment un ensemble de fous qui s'ignorent et en fait on découvre qu'on est vraiment tous fous? Ou est-ce que la psychiatrie a encore quelque chose de médical? Est-ce que c'est pas une vaste industrie qui cherche à mettre tout le monde en fait sous antidépresseurs? On a Jules Morin qui nous disait les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent, et moi je me pose vraiment la question aujourd'hui, quoi. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Comment vous voyez l'inflation du nombre de symptômes dans le DSM? Comment vous l'analysez? Alors, si vous voulez, le DSM a quand même été condamné officiellement par l'équivalent du ministère de la Santé états-unien. Puisque effectivement, ça se présentait un peu comme une entreprise de fabrication de symptômes, très financée par l'industrie pharmaceutique, etc. Alors, en France, moi, je ne pense pas qu'on puisse incriminer la psychiatrie à ce propos, puisque la plupart du temps, ce ne sont pas des psychiatres qui prescrivent les anxiolytiques. C'est en général les médecins généralistes, ça peut être même d'autres professions, et le problème, effectivement, c'est que ce sont... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, si vous voulez, dans les addictions, par exemple, en France, lorsque je dis addiction, si je demandais à quoi vous pensez, tout le monde pense adolescence. En réalité, non. Les addictions en France, c'est les personnes âgées. Et ça commence à 50, 60 ans, les gens se disent, voilà,
je vais prendre ma retraite, qu'est-ce que je vais faire, etc. Puis les journées sont longues, les nuits sont longues, voilà. Et vous avez toute une série de personnes qui, au motif qu'elles se plaignent, qu'elles ne trouvent pas peut-être à s'occuper utilement, on va leur donner du médicament. Mais il y a des procédures industrielles. Là, on est dans un phénomène industriel. La psychiatrie n'a pas grand-chose à voir avec ça, si vous voulez. Hein? Malheureusement, enfin, si je puis dire. Ouais. Oui, bonsoir. Je me sens obligé de témoigner ce soir que dans nos prisons françaises, j'ai bien françaises, il y a de plus en plus, enfin, ce que je vis moi en tout cas, de personnes en difficulté mentale et qui sont complètement ignorées par la psychiatrie aussi, puisqu'il n'y a pas, soi-disant, assez de psychiatres dans les prisons. Ouais. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'on soit dans une société en 2017, donc, qui admettent cela, quoi. C'est-à-dire, enfin, moi, c'est ce que je vis personnellement, que j'ai vécu toute ma vie d'ailleurs, mais j'ai beau le dire, personne ne me croit, et puis voilà, je voudrais savoir, vous, si vous me prenez pour un débile, ou si vous pensez, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si vous voulez là-dessus... Bon, tous les travaux que j'ai vus disaient, en gros, on a vidé les asiles, on a rempli les prisons. Hein, c'était, ou alors, on a mis à la rue un certain nombre de personnes. Ces personnes ont été un peu remuantes, on les a mises en prison. Bon, c'est un peu une tendance lourde et alors ceci dit, il n'y a pas encore une industrie de l'incarcération en France comme aux États-Unis. Où là, vous avez véritablement une industrie extrêmement importante, c'est étonnant. Vous avez, par exemple, les jeunes de moins de 20 ans, les garçons. 20% des garçons, alors là c'est le chiffre, quelle que soit l'ethnie, puisque vous savez qu'il y a une différenciation raciale. Bon, c'est un peu plus pour les Noirs, un peu moins pour les Blancs, mais enfin, ça tourne autour de 20% des adolescents qui ont affaire au système pénal aux États-Unis. Ça veut dire que c'est un pays qui compte sur le système pénal pour assurer l'éducation. Enfin, vous voyez, on est là dans des choses un peu effrayantes. Alors, le fait que les services psychiatriques soient tout de même dégarnis, que on bloque le financement, etc., etc. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir... Enfin, il y a des gens qui acceptent, qui supportent de s'occuper de personnes psychotiques, il y en a d'autres qui ne supportent pas. Et donc, on ne peut pas confier au tout venant, n'est-ce pas, de... Pourquoi on ne les soigne pas? Comment? Pourquoi on ne les soigne pas? Pourquoi on ne s'en occupe pas? Il faudrait... Vous savez, les soins en psychiatrie, il faut que la personne veuille bien, il faut... non, vous voyez, il faut aussi les structures pour que, etc., etc. Il faut accepter la relation. C'est beaucoup la relation, si vous voulez. Et à partir du moment où vous dégarnissez un service... et donc vous avez ça met très longtemps pour avoir un rendez-vous. Les gens font autre chose entre-temps, ils ont disparu, ils sont partis, ils ont voilà. Donc c'est certainement quelque chose de scandaleux. Enfin, non, moi je suis assez d'accord avec vous. Ce sera la dernière question. Oui.
Pour venir par rapport à ce que disait le jeune homme précédemment, par rapport à l'établissement du DSM, etc., par rapport notamment aux troubles borderline, il y a des auteurs, donc des praticiens, etc., qui notamment se basant sur les nouveaux modèles de sociétal qui sont les nôtres aujourd'hui, les nouveaux fonctionnements, notamment le fait de l'accélération de nos modes de fonctionnement, de consommation, de vie, etc., disent qu'à l'avenir, en fait, la population va adopter de plus en plus en société un modèle de fonctionnement de type borderline. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va tous, grosso modo, majoritairement, devenir, rentrer dans une catégorisation un petit peu borderline parce qu'on va avoir tendance à avoir une instabilité, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit... Donc c'était un petit peu ma question par rapport à des prérequis en fait qui formalisent un peu le DSM. Si la société évolue, qu'est-ce qu'on va dire de ces personnes-là? Est-ce qu'on va dire qu'effectivement elles sont borderline, ou bien est-ce qu'on va considérer que elles rentrent pas dans cette catégorie-là? Voilà. Et ma deuxième question en fait, je sais pas si j'étais très claire, excusez-moi, mais la deuxième c'était par rapport, on reconnaît à l'heure actuelle que certains additifs alimentaires, certaines contaminations, pollutions peuvent faire qu'il y ait des fœtus qui soient contaminés et avec notamment un trouble autistique de plus en plus élevé chez les enfants. Est-ce que ça aussi, ça va être considéré par la psychanalyse ou par le DSM? Est-ce que ça va modifier en fait le rapport à la folie, ou bien est-ce qu'on va considérer que finalement, je ne sais pas si je suis très claire, mais est-ce que ça va orienter les choses différemment, et qu'est-ce que va faire la psychiatrie par rapport à, justement, par exemple, à des cas d'autisme avérés suite à des pollutions, des contaminations? Est-ce que ça va remonter pour qu'il y ait une action derrière qui soit mise en place au niveau sanitaire, etc., et politique dans nos sociétés? Très brève. Voilà, oui. Je crois que vous évoquez des choses qu'on envisage plutôt de façon séparée. Par exemple, le diagnostic de l'autisme est quelque chose qui est quand même actuellement très très discuté. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'on met sous le terme autisme des choses qui sont très très différentes. Très très différentes. Bon. Maintenant, la question des formes de pollution, c'est une question classique. Dès le 19e siècle, vous savez que au début du 19e siècle, il y a eu une espèce d'inquiétude sur la dégénérescence. On s'est dit, peut-être que on va avoir des symptômes de sensibilité extrême, un affaiblissement général, etc. Et à l'époque, on disait, mais c'est à cause de l'industrialisation. Et effectivement, l'industrialisation au XIXe siècle s'est faite de façon extrêmement brutale. Il y avait parfois des usines en centre-ville qui déversaient absolument n'importe quoi, n'importe où, et vous aviez des gens qui étaient effectivement empoisonnés. Mais je pense qu'il faudrait, vous voyez, vous évoquez là des problèmes effectivement qui sont importants, mais qui chacun, doivent être étudiés de façon précise et séparée. Alors, il ne faut pas oublier, vous voyez, il y a des formes de pollution aussi qu'on n'imagine pas, mais on s'imagine par exemple que l'eau de source est bonne partout. Mais vous avez des tas d'endroits où l'eau de source est en fait radioactive, non pas qu'on est... mais elle est naturellement radioactive, par exemple, ou bien elle contient de l'arsenic naturellement. Donc, vous voyez, je crois qu'il faut être très spécifique et il ne faut pas s'imaginer que ce soit forcément des nouveaux phénomènes qui apparaissent et qu'auparavant tout était bien. En tout cas, merci pour cette question. Merci beaucoup, François Sauvagnat.